se croirait dans une prairie au grand air. A priori, c'est le cas à un petit détail près. Sous mes pieds sont enterrés des centaines de milliers de mètres cubes de déchets nucléaires. Des outils, des vêtements qui ont servi à l'industrie. Ça n'est pas la matière la plus radioactive, mais c'est l'écrasante majorité des déchets nucléaires. Les voilà, enfermés dans des conteneurs en béton ou en métal sur 15 hectares. Recouverts d'un grand parapluie en sable, en bitume ou en terre. De faible et moyenne intensité, cette matière radioactive, c'est 97% de la totalité des déchets nucléaires en France. Et les 3% qui restent alors, eh bien c'est ce qu'on appelle les déchets hautement radioactifs. Et ils viennent d'ici, du cœur des réacteurs des centrales nucléaires, du combustible, l'uranium. Et il est tellement toxique, tellement dangereux pour l'homme, qu'il doit être isolé pendant 100 000 ans. 100 000 ans, t'es sûr? Eh oui, c'est du sérieux. Avec 75% de son électricité produite à partir du nucléaire, la France est le pays au monde le plus dépendant. On produit en déchets de quoi remplir 120 bus à étage ou l'équivalent de 2 kilos par Français par an. Et on est loin d'être les seuls. Dans le monde, 30 pays abritent 449 réacteurs nucléaires, 60 nouveaux sont en construction dans 15 pays, la plupart en Asie. Ajoutez à ça le démantèlement des vieilles centrales, les pays qui choisissent de sortir du nucléaire et on obtient une masse de déchets nucléaires qui ne cesse de gonfler. Et ça, c'est avant que les choses ne tournent mal. Le Japon lutte encore avec des quantités astronomiques de matière radioactive après la catastrophe de Fukushima en 2011 et notamment les 400 tonnes d'eau contaminée chaque jour. Que l'on soit pro ou anti-nucléaire, tout le monde s'accorde sur un point. Ces déchets hautement radioactifs, c'est un problème et on n'a pas de solution pour le long terme. Un peu comme si on était tous gentiment assis dans un avion sans piste d'atterrissage. Nous voici à La Hague, le site qui concentre le plus de matière radioactive d'Europe. Ici, entre chaque jour l'équivalent de 6 tonnes de combustible usé d'un peu partout dans le monde qui vient ici pour être recyclé. Ici, pas âme qui vive. La matière qui vient d'arriver est extrêmement dangereuse. Le déchargement est fait par des machines. En fait, ces déchets, on va pouvoir en tirer quelque chose. Le procédé de traitement de recyclage, il consiste finalement à séparer de façon chimique les matières valorisables, l'uranium pour l'essentiel, mais également du plutonium. C'est à partir de ces matières que l'on va pouvoir recréer du combustible. Le spectacle est presque beau. Une eau turquoise qui abrite pourtant l'équivalent de 30 cœurs radioactifs. Des piscines comme celle-là à La Hague, il y en a 4. 10 000 tonnes de combustible usé refroidissent ici. Et au-dessus, vous le voyez, vous avez 4 mètres d'eau. C'est la barrière radiologique. C'est ce qui me permet d'être ici sans risque aucun. Et du coup, le combustible, lui, va rester dans ces piscines pendant 4 à 7 ans. Après des opérations complexes, ce qu'il reste du combustible est coulé dans du verre. On appelle cela la vitrification. Il est ensuite entreposé dans cette gigantesque cathédrale nucléaire. Prenez 130 de ces puits et vous obtenez les déchets nucléaires d'une année de production d'électricité en France. Ils n'ont pas vocation à rester là, ils sont simplement entreposés. C'est pour eux qu'on cherche une solution définitive. C'est le casse-tête de l'industrie du nucléaire. En réalité, on a fait de gros progrès. On a du mal à l'imaginer aujourd'hui, mais il n'y a encore pas si longtemps, les déchets nucléaires, on les jetait en mer, tout simplement. Et c'est Greenpeace qui a soulevé l'affaire. En 50 ans, les différents pays nucléaires ont immergé plus de 100 000 tonnes de déchets dans les différents océans. 80% pour les Britanniques à eux seuls.
Mais depuis 1993, la loi internationale l'interdit. Alors, faute de mieux, tout le monde s'est mis d'accord sur une solution. Enfouir ces déchets, non plus dans la mer, mais dans les grandes profondeurs de la Terre, très loin de nos yeux. C'est un projet d'une ampleur hors norme, au milieu de nulle part, dans la Meuse, en France. Ici, dans plusieurs décennies, devraient être enterrés les déchets français de moyenne et haute activité. Nous allons descendre dans cette cage d'ascenseur, un puits de mine pendant 7 minutes sans nous arrêter, jusqu'à 500 mètres de profondeur. On a notre oxygène, on y va. Dans ce laboratoire souterrain, depuis 15 ans, scientifiques et ingénieurs testent et décryptent les propriétés de la roche pour voir si l'on pourra enterrer ici. S'ils obtiennent le feu vert, 83 000 m3 de déchets radioactifs seront enfouis sur 30 km², après avoir été isolés dans des containers et enrobés de béton pour un coût de 25 milliards d'euros. Ces alvéoles vont accueillir des déchets de haute activité dans des containers qui sont censés tenir le coup pendant 500 ans. Après cela, c'est la roche elle-même, de l'argile, grâce à ses propriétés naturelles, qui va contenir cette radioactivité, cette fois pour 100 000 ans. Ça nous fait 4000 générations, une prison géologique pour nos déchets nucléaires. Mais le projet fait des vagues. Et si ces déchets empoisonnaient notre Terre ? Et s'il y avait une fuite, voire un accident nucléaire dans le futur? On ne sait pas ce qui va se passer dans 10 ans, dans 100 ans. Il peut y avoir un tremblement de terre, une faille, il peut se passer plein de choses dans la Terre. Comment est-ce que vous pouvez me garantir que cette roche-là, elle va garantir notre sécurité? Eh bien, elle va la garantir beaucoup plus que ce qui va se passer en surface dans les 10, dans les 20 ans, dans les 30 ans, dans les 500 ans qui vont suivre. Ici, à l'intérieur de la couche d'argile qui n'a pas bougé depuis 160 millions d'années, eh bien, nous pouvons être sûrs que les effets des tremblements de terre, si jamais ils surviennent, seront tout à fait minimes à 500 mètres de profondeur. Cette roche ne va pas bouger, elle va conserver ses propriétés tout comme elle les a conservées ces 160 derniers millions d'années. Donc vous me dites que tout s'est bien passé par le passé, oui, et que c'est ça qui nous garantit que tout va bien se passer à l'avenir? Tout à fait. En tout cas, ça le garantit infiniment mieux que tout ce qu'on pourrait supposer à la surface, qui, elle, est soumise à tous les aléas que vous connaissez, les aléas climatiques, voire même les aléas humains, les guerres, le terrorisme, tout un tas de choses qui peuvent à tout moment survenir à la surface, alors qu'ici, le milieu géologique est infiniment plus prédictible et sur une échelle de temps beaucoup plus grande. L'argument est loin de convaincre les opposants. À la surface, les manifestations se durcissent. Et pourtant, a-t-on vraiment une alternative ? On a bien pensé à envoyer des déchets radioactifs dans l'espace, mais ce serait coûteux et dangereux. L'idée a vite été abandonnée. Alors, de nombreux pays ont ou vont faire le même choix que la France. La Finlande, par exemple, avec un dilemme quasi philosophique. Bien sûr, on ne sait pas quelle langue ou quelle sorte d'individus seront là dans des dizaines de milliers d'années. Donc on ne peut pas laisser des messages d'alerte. Enfin, on pourrait laisser quelque chose dans toutes les langues qui existent de nos jours, peut-être. Alors il y a un débat mondial. Comment indiquer le danger à nos descendants? Peut-être en utilisant des panneaux qui dépassent les âges et les langages, comme celui-là, celui-là ou peut-être celui-là. Ou alors, la solution serait peut-être de ne rien indiquer du tout en espérant que personne ne vienne jamais creuser. Quoi qu'il en soit, comme les pharaons ont laissé derrière eux les pyramides, nous laisserons des déchets hautement toxiques pour le monde de demain.